Wagner. C'est un nom qu'on entend beaucoup. Il résonne dans les livres d'histoire, bien sûr, mais aujourd'hui, on le voit aussi à la une des journaux, dans l'actualité la plus brûlante. Et c'est là que ça devient étrange. Parce que ce nom, Wagner, il ressurgit dans des contextes très obscurs. On parle de mercenaires, de services secrets, ça crée tout de suite une atmosphère de mystère, on est bien d'accord. Mais justement, pour y voir plus clair dans le présent, il faut souvent faire un petit détour par le passé. Alors la question qu'on va se poser est toute simple. D'où vient ce nom si célèbre et en même temps si controversé? Qui était le tout premier homme à le porter? Allez, c'est parti. On va commencer par ça, essayer de comprendre qui était cet homme dont le nom fait tant de bruit aujourd'hui. Et pour faire ça, pas le choix, il faut plonger dans la vie, pour le moins mouvementée du compositeur par qui tout a commencé, Richard Wagner. Franchement, sa vie, c'est un vrai roman. Imaginez un peu, il naît en 1813 et il va passer de révolutionnaire fauché, pourchassé par la police après une insurrection qui a mal tourné, à un artiste, oui, célébré mais super controversé. Il se fait même sauver de la ruine par un roi avant de finir par construire son propre théâtre, un temple à sa musique. C'est assez fou comme parcours. Et puis, il y a ce tournant, un vrai coup de théâtre. En 1864, alors qu'il est criblé de dettes, le jeune roi Louis II de Bavière, qui a seulement 18 ans et qui est un fan absolu de Wagner, l'appelle à la rescousse. Il paie toutes ses dettes. Et là, tout change. Fini la galère, Wagner peut enfin se consacrer à 100% à son art. Ce qui est incroyable, c'est que même au milieu de tout ce chaos, de cette vie de fugitif, il composait déjà des chefs-d'œuvre, des opéras comme Le Vaisseau fantôme ou Lohengrin. Son génie était déjà là, évident, bien avant que sa vie se calme un peu. Bon, on a vu l'homme, sa vie tumultueuse, voyons maintenant son œuvre. Parce que Wagner, attention, il ne voulait pas juste écrire de jolis opéras. Non, son ambition était bien plus grande. Il voulait carrément réinventer l'art. Et pour ça, il a un concept clé. Un mot qui a l'air un peu barbare, le Gesamtkunstwerk. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une œuvre d'art totale. Pour lui, l'opéra doit être une fusion parfaite de tout. La musique, le théâtre, la poésie, les décors, tout doit fonctionner ensemble pour créer une expérience complètement immersive. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Et un de ces outils géniaux pour y arriver, c'est le leitmotiv. Le principe est super simple mais brillant. On prend un petit thème musical, une petite mélodie, et on l'associe à un personnage, à une idée ou même à un objet. Et ce thème, il revient, il se transforme tout au long de l'opéra en fonction de ce qui se passe. Ça donne une profondeur psychologique au récit qui est juste dingue. D'ailleurs, si ça te dit quelque chose, c'est normal, c'est une technique qu'on retrouve partout dans les musiques de films aujourd'hui. Et l'impact de tout ça, il est immense. Prenez son opéra Tristan et Isolde. Aujourd'hui, les spécialistes le considèrent vraiment comme un point de rupture, le début de la musique moderne, celle du XXe siècle. Voilà pour le génie musical. Mais, il y a un mais. Un mais énorme. Parce que le génie de Wagner est malheureusement inséparable d'une facette très sombre de sa personnalité. Et là, on doit aborder la partie la plus difficile, la plus controversée de son histoire. En 1850, il publie un pamphlet rempli de haine qui s'appelle « Le judaïsme dans la musique ». Et dedans, il exprime des idées absolument abjectes sur les juifs, parlant d'une répulsion du peuple allemand. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Alors attention, il faut essayer de remettre les choses dans leur contexte historique, ce qui ne veut absolument pas dire excuser bien sûr. L'antisémitisme de Wagner au XIXe siècle était surtout culturel. En gros, il reprochait aux Juifs de ne pas s'assimiler. C'est une vision horrible, mais elle est différente de l'antisémitisme racial des nazis, un siècle plus tard, qui eux rejetaient complètement l'idée d'assimilation et voulaient l'annihilation. La distinction est fondamentale. Mais cette distinction, malheureusement, n'a pas empêché le pire. Loin de là. Le régime nazi a fait de Wagner son compositeur officiel, en quelque sorte. Hitler était un fanatique de sa musique. Elle était jouée en boucle dans les grands rassemblements du parti. Et pour couronner le tout, la propre belle-fille de Wagner est devenue une amie très proche d'Hitler. L'association était scellée, et c'est une véritable tragédie. Alors, avec tout ça, on en arrive à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous reste? Un héritage incroyablement complexe. D'un côté, le génie artistique. De l'autre, des idées tout simplement intolérables. Parce que oui, son influence, elle est encore partout. Il y a le fameux festival de Bayreuth qu'il a lui-même créé et qui existe toujours. On a parlé de son influence monumentale sur les musiques de films. Et puis, son cas est devenu le cas d'école quand on parle du fameux débat « Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste ?» Et non, ce n'est pas juste une vieille histoire, pas du tout. Les blessures sont toujours là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, jouer la musique de Wagner en public en Israël, par exemple, c'est extrêmement sensible, voire quasi impossible. Ça déclenche des polémiques incroyables à chaque fois.
Finalement, on se retrouve avec une question qui est bien plus grande que le seul cas de Wagner, une question fondamentale. Comment est-ce qu'un art aussi immense, aussi puissant, peut survivre à la noirceur de son créateur? Et à cette question, il n'y a pas de réponse facile, la réflexion reste totalement ouverte.